C'est d'Amérique que vient le pas décisif, une révolution dans la conception et dans l'exécution. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire, la plus rustique, celle qu'aura envie d'acheter l'Amérique profonde, la fabuleuse Ford T. La transposition au XXe siècle du chariot bâché des pionniers de la marche vers l'Ouest. Little old Ford rambled right along, and the little old Ford rambled right along. The gas ran out in the big machine, but the darn little Ford don't need gasoline. The big limousine has to back downhill, but the blame little Ford is going up still. When it runs out of dope, just fill it up with soap, and the little Ford will ramble right along. Objectif de Ford, mettre le modèle T à la portée de toutes les bourses. Pour cela, il faut changer radicalement le mode de production, donc la façon dont les ouvriers travaillent. Alors qu'il entreprend la réorganisation de son usine, Ford découvre les idées de l'ingénieur Frederick Taylor. Tout va déjà bien plus vite, mais l'usine ne produit que 200 voitures par jour. La transformation la plus révolutionnaire est encore à venir. Ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace, mais les éléments de la voiture qui sont amenés jusqu'à lui. L'homme se tient maintenant à un point fixe et répète indéfiniment le même geste. La chaîne est née. Par une succession d'opérations élémentaires, effectuées à une vitesse constante, la voiture sort, montée de toutes pièces. And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. Les pièces détachées sont amenées par un réseau de convoyeurs à bande jusqu'à leur destination exacte dans la chaîne. Les chaînes s'étendaient sur toute la longueur du bâtiment. Elles transportaient les pièces. Au lieu de les porter à la main, les transporteurs motorisés les apportaient sur la chaîne. C'était merveilleux de voir ça en mouvement. Ce n'était pas un seul cerveau, mais de nombreux cerveaux qui travaillaient ensemble. Les ouvriers ne sont plus que les rouages d'une gigantesque machine. Le système s'impose à eux autant pour les cadences que pour les rémunérations. Ils doivent s'adapter au rythme constant de la chaîne. Toute l'usine travaille désormais à la même vitesse. Impossible de ralentir et à plus forte raison de s'arrêter. Arthur Herbeau fait partie des 4000 employés de Renault. Je suis rentré sur Renault. Tout de suite, on m'a mis sur la chaîne. On enfilait les bleus et la chef d'équipe qui est venue m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as fait? Hein, ça et ça. Bon, tiens, la boîte à outils, on va te faire voir, c'est comme ça que ça se monte. » Il fallait suivre et il fallait faire vite. Parce que si on ne remplissait pas notre tâche comme le programme avait été fait, on ne nous gardait pas, hein. On était débauchés, quoi. Ou ils nous cherchaient un autre poste, ailleurs. Le travail à la chaîne, c'est pas du travail intéressant, c'est pas un travail qui motive le gars, hein. On peut pas le motiver si toujours faire la même chose. Il devient une mécanique. Il est obligé de suivre la mécanique d'abord. C'est le rendement. Beaucoup ne tiennent pas la cadence. Un ouvrier sur deux reste moins d'1 an dans ces entreprises. Les constructeurs ne s'en soucient guère, notamment Ford, car les remplaçants ne manquent pas, attirés par des salaires sensiblement plus élevés que dans les autres branches. Le temps de fabrication par voiture est tombé à 1h30. Ford affiche des bénéfices records. Il peut donc se permettre d'augmenter les salaires. Lorsqu'il annonce qu'il double la rémunération, la portant au niveau inouï de 5 $ par jour, l'usine est assiégée par les candidats. Red Cole avait à peine 18 ans lors de ses débuts chez Ford. Ce qui m'a surtout marqué avec M. Ford, c'est qu'il a été le premier à payer 5 $ par jour. Pour moi, M. Ford était comme un dieu. Comme un dieu parce qu'il contrôlait des milliers et des milliers de personnes. Il organisait les gens,
les chaînes, les allées et venues, et les équipes, 3 équipes, 8 heures par équipe, matinée, après-midi et soirée. Et pour moi, c'était de l'horlogerie. J'étais très fier d'en faire partie. J'adorais ça. En 1920, Détroit est en plein essor. Sa population a quadruplé en une génération. Les autres constructeurs automobiles reprennent la méthode Ford. Production en série, coûts de production réduits, salaires élevés. Ford décide de construire une nouvelle usine, celle de ses rêves. Ce sera la plus grande du monde, avec 80 000 personnes. À Rivière-Rouge, des milliers de tonnes de charbon, de fer, de sable entrent d'un côté, tandis que 2500 modèles T sortent par l'autre chaque jour. J'étais perdu, complètement perdu. C'était tellement grand, tellement bruyant. Où on devait mettre ses habits, où manger son repas, où mettre sa gamelle. On ne savait pas. Et on avait peur de se déplacer. On voyait des gars qui faisaient une chose, d'autres une autre chose, avec toutes ces machines. C'était incroyable de voir ça. Incroyable. Le secret du succès de Ford, c'est l'afflux ininterrompu de main-d'œuvre arrivant à Détroit. Les termes du contrat sont clairs, l'ouvrier travaille vite, il obéit aux ordres, il est bien payé. Plus de 70% des ouvriers sont des immigrants de fraîche date, italiens, grecs, polonais, allemands. Ford ouvre à leur intention des écoles de langue anglaise. Mais dans le même temps, il n'hésite pas à jouer habilement des rivalités qui opposent les uns aux autres, avec un seul objectif, maintenir la cadence. Il disait, négro, si tu veux pas produire, on a des types qui le feront à ta place. Puis, il allait voir les Blancs qui arrivaient du Sud. Si vous autres technos fournissez pas, on a des Rital, on a des négros qui feront l'affaire. Alors faites gaffe. Une milice privée est chargée de maintenir la discipline. Quiconque essaie d'implanter un syndicat est immédiatement licencié. Ford appointe des espions dans tous les ateliers pour repérer les agitateurs. Ford ne manque pas de faire valoir aux ouvriers les avantages matériels que leur situation leur procure. Le personnel est d'ailleurs vivement encouragé à épargner pour acquérir sa propre Ford T. On pouvait se payer ceci et encore cela, et même une voiture neuve. En 1924, le 10 millionième modèle T sort de la chaîne. À grand renfort de publicité, Ford fait parcourir à sa fameuse voiture les États-Unis d'une côte à l'autre et du nord au sud. C'est tout un pays qui célèbre la révolution de la chaîne. Le Français André Citroën est le premier en Europe à comprendre et adapter les procédés américains. Il entend atteindre le plus grand nombre grâce à ses voitures à bas prix, à la publicité et à la standardisation des pièces de rechange. Maintenant, je vous le disais sur cet anniversaire, un siècle tout juste que le travail à la chaîne a été créé, une innovation qui a bouleversé, je vous le disais, la technique de production, les économies, mais aussi la façon de vivre, la façon de travailler de tous les ouvriers et même les sociétés occidentales. Fabien Chadeau, Yann Moine. Sur cette chaîne automobile, il y a tout juste 100 ans, une révolution est en marche. Des ouvriers qui restent à leur poste et les objets qui viennent à eux. Le travail à la chaîne naît dans l'usine Ford d'Highland Park à Détroit aux États-Unis. À l'origine de ce travail répétitif,
Henry Ford et son obsession, optimiser chaque geste pour produire plus. Si vous économisez 10 pas par jour à chacun des 12 000 employés, à la fin de l'année, vous économiserez 75 km de mouvements gaspillés et d'énergie inutile. Cette organisation, bientôt baptisée le Fordisme, va permettre de fabriquer la première voiture grand public, la Ford T. Avant le travail à la chaîne, il fallait 12 heures pour assembler un véhicule. Après, il ne faut plus que 93 minutes. Résultat, la production s'envole et les coûts baissent. 825 $ pour fabriquer une Ford T en 1908, 2 fois moins 6 ans plus tard, et seulement 290 $ en 1924, la voiture devient un produit de masse accessible à tous. Cette métamorphose du travail, critiquée par Chaplin dans son film Les temps modernes, va pourtant s'imposer dans toutes les usines du monde. Chaussures, électroménager ou armement. Aujourd'hui, le Fordisme s'est adapté à son époque. Dans cette usine, 80 tracteurs sortent des chaînes tous les jours. L'obsession de la productivité est toujours là, mais l'ouvrier se sent-il plus à l'aise? C'est pas vraiment du travail à la chaîne, comme si on faisait la même chose à longueur de journée. Pour que ce soit moins répétitif, on demande aux gens de connaître plusieurs postes. Alors, par exemple, ce monsieur connaît, combien de postes vous connaissez sur votre secteur? Sur la zone. Voilà, par exemple, lui, c'est exceptionnel, il connaît 8 postes de la zone. En général, ce qu'on demande à chaque opérateur, c'est d'en connaître 3. Donc ça permet de changer tous les jours et de rendre le travail un peu moins monotone. Mais la version la plus moderne du Fordisme, la voilà. Une usine où les robots ont remplacé les salariés pour les tâches les plus répétitives. Les hommes sont affectés aux fonctions où leur expertise reste irremplaçable.